Bonjour à tous. Une vidéo sur le 7 septembre, samedi dernier au Brésil. Le 7 septembre, c'est la fête nationale du Brésil, donc l'équivalent du 14 juillet, et il est de coutume qu'il y ait un défilé des forces armées devant le palais présidentiel. Mais comme on est dans une période quand même très particulière, il y avait aussi une manifestation qui était organisée pour protester contre la censure et le maintien des prisonniers politiques et évidemment pour la destitution du juge Alexandre de Moraes. Cette manifestation était un moment crucial dans l'agenda je dirais, de contestation et de tentative de destituer le juge, une tentative démocratique bien entendu, dans le cadre des institutions constitutionnelles et de la Constitution. Et donc il était très important qu'elle soit très réussie. Et ça n'a pas déçu, elle n'a pas déçu. On a une manifestation gigantesque, comme c'est l'habitude à chaque fois que la droite au Brésil organise des manifestations, toujours très pacifiques d'ailleurs, et on a eu à peu près 1 million de personnes dans l'avenue Pauliste à São Paulo. Donc, ce que je viens vous apporter ici, ce sont des images et de la manifestation et du défilé. Et donc, comme vous le voyez, là, le défilé a été tout simplement un soufflet, une gifle en pleine figure de Lula, puisque donc évidemment, peut-être ce que je ne vous ai pas dit, c'est que évidemment le défilé des forces armées pour la fête nationale est une représentation va être une représentation de l'état de la popularité du gouvernement de Lula. Et évidemment, là, ce défilé a démontré très clairement que sa popularité est égale à peu près zéro, puisqu'il n'y avait personne, hormis quelques centaines d'invités de rigueur, les familles des militaires et quelques invités politiques, mais c'était un désert total, comme vous pouvez le voir sur les images. Voilà. Et alors, en contrepartie, la manifestation, elle, a démontré l'extrême popularité, la très grande popularité de Bolsonaro et de la droite bolsonariste en général et des thématiques fondamentales pour la démocratie qui sont effectivement la fin du maintien des prisonniers, la fin des emprisonnements politiques, la fin de la censure et la destitution du juge Alexandre de Moraes. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que non seulement ça a été un camouflet pour Lula, mais que ce n'est pas dû à une usure du pouvoir de Lula, qui est au pouvoir depuis donc, janvier 2023, donc ça fait à peu près un an et 8 mois, on va dire, ou 9 mois qu'il est au pouvoir. Le 7 septembre de 2023 a été à peu près la même chose. Il y avait un peu plus de monde, mais vraiment, c'était vraiment très pauvre. Et là, donc là, c'est la bérésina totale. Donc ça prouve une chose, c'est non seulement la popularité des deux, mais on se demande depuis le début, et ça je dirais, c'est un test en grandeur nature, finalement, comment se fait-il que quelqu'un qui a supposément gagné les élections ne puisse pas sortir dans la rue et systématiquement hué, insulté dès qu'on le voit apparaître quelque part. Le peuple ne peut pas le sentir. Quand il fait des événements pour arriver à filmer un peu de population qui l'acclamerait, c'est toujours des choses organisées
avec des gens payés, des omnibus remplis de pauvres gens qu'on couvre de la casquette et du t-shirt pété. Et enfin, bon, c'est ce que font toutes les dictatures, hein. Et comment se fait-il que quelqu'un qui ait aussi peu de popularité, finalement, ait pu gagner les élections? Ça, c'était vraiment un grand mystère. Alors évidemment, la réponse à ce mystère est simple. Les élections ont été trafiquées, c'est une évidence. Je rappelle qu'au Brésil, dire ça résulte d'un emprisonnement immédiat. Voilà. C'est-à-dire que le juge Moraes a maintenant pour coutume, toute personne qui ose contester la validité des élections est mise en prison immédiatement. Et il y a des gens qui croupissent en tôle pour ça, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'ils en sortiront. Ou alors ils ont des amendes qui ruinent leur vie, bon, voilà. Parce que le juge Alexandre de Moraes a l'habitude d'appliquer des amendes astronomiques de plusieurs millions à des gens qui n'ont même pas la moitié d'un million en poche. Voilà. Donc voilà, ça c'est la grande leçon du 7 septembre au Brésil, de la fête nationale du Brésil. Alors là, ce que vous voyez, c'est l'esplanade des ministères, donc là où il y a le défilé. Hein. Et donc, vous voyez, là, c'est un désert complet. Hein. On voit d'ailleurs les militaires passer. Voilà. Alors, ils ont monté quelques petites tribunes. Bon, voilà. Et donc, c'est le désert complet. Je vous laisse apprécier le paysage. C'est vraiment la honte pour un gouvernement lors d'une fête nationale. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand Bolsonaro était au pouvoir, cette esplanade, il la remplissait. Et c'est immense, l'esplanade des ministères. C'est un espace énorme. Et Bolsonaro arrivait à le remplir. On a des images de ça. Et donc, bon, voilà. Donc, ça vaut le coup quand même de se rendre compte sur pièce de la réalité de la situation. Et alors là, on voit, il y a eu un comparatif, c'était très bien fait, de cette esplanade lorsque c'était Bolsonaro, donc toujours au 7 septembre, hein, lors de la fête nationale, et maintenant avec Lula. Donc bon, il n'y a pas figure, ça ne se discute pas, il n'y a pas de quoi casser la patte à un canard. Tout ça est une évidence claire et ça ne se discute pas. Alors par contre, il y a toujours des choses qui sont amusantes et grotesques, mais toutes les dictatures sont grotesques, elles font toujours des choses grossières et grotesques. Et donc là, on a eu des gens qui ont des supposés spécialistes scientifiques de la USP, qui est l'université fédérale de São Paulo. Et alors eux, ils font toujours le coup. Donc ils disent que au défilé des forces armées de Lula, il y avait 20 000 personnes. Et là, chez Bolsonaro, il y avait 40 000 personnes. Donc on voyait les images. Hein, la multiplication des petits pains est quand même il y a un nouveau ratio dans la multiplication des petits pains qui est assez inexplicable. On parle de 0 à 1 million comme ça en rigolant. Donc bon, enfin voilà, c'est juste pour s'amuser, mais enfin c'est toujours révélateur des méthodes des régimes qui sont pas clairs, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire à propos des images. Et alors donc là, ça vaut le coup de mentionner ce détail. Là, le portrait de la jeune femme que vous venez de voir, c'est Dèbre. Et cette jeune femme, elle est en tôle jusqu'à présent pour on lui reproche d'avoir écrit au rouge à lèvres sur une statue de la justice devant le STF, à l'époque où donc les foules ont envahi l'esplanade, d'avoir écrit Perdeu Mané, hein,
Bon, c'était en réponse à un ministre qui avait dit se perdeu mané, qui veut dire tu as perdu, ringard. Le ministre avait répondu ça à un Brésilien qui l'avait interpellé dans la rue. Et donc elle a repris cette parole qui avait choqué tout le monde de la part d'un ministre de la Haute Cour de justice. Et elle a repris cette parole, elle l'a écrit sur le statut de la justice au rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà, ça vous donne une idée du sens de la mesure en ce moment qui accourt au Brésil en ce moment. Voilà. Et des cas comme ça, on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, des gens qui sont condamnés à des peines exorbitantes pour des simples actes qu'on peut estimer répréhensibles, enfin en tout cas qui ne méritent pas des dizaines d'années de prison, tout au plus voilà, des travaux d'intérêt général, et pour ceux qui ont fait du vandalisme, des peines de prison qui vont de quelques mois, mais enfin on n'emprisonne pas déjà pendant des gens pendant des dizaines d'années pour voilà, pour ce genre de choses. Eu vou virar a câmera para você. Agora é o outro lado. Dá uma olhada. É gente até perder. Alors maintenant, je vais vous diffuser des traductions de discours de plusieurs politiques qui sont, enfin c'est juste des extraits de discours, de divers politiques qui sont intervenus pendant les manifestations. Il s'agit en premier lieu d'Eduardo Bolsonaro, donc le fils de Jair Bolsonaro, de Nicolas Ferreira, qui est un jeune homme de 28 ans qui a énormément de talent et qui reflète d'ailleurs bien sa génération, parce qu'au Brésil, il y a toute une nouvelle génération de politiques qui ont entre, on va dire, 25 et 35 ans. Il y a vraiment une flopée de jeunes là à droite, de grands talents, et donc la relève est là. Et enfin, je vous diffuserai une partie du discours de Tarcísio de Freitas, qui est aujourd'hui le gouverneur de São Paulo, mais qui a été ministre pendant le gouvernement de Bolsonaro, et qui a fait un travail formidable quand il était ministre, et maintenant là, qui fait un travail formidable en tant que c'est un grand gestionnaire en tant que gouverneur de São Paulo. Voilà. Et donc je ne vous diffuse pas le discours de Bolsonaro maintenant, ça fera une vidéo trop longue. Donc je vais traduire le discours de Bolsonaro, ça vaut vraiment le coup, parce que ça explique des tas de choses, c'est un très bon discours. Donc je le ferai pour une autre vidéo, la prochaine vidéo, donc ce sera que le discours de Jair Bolsonaro qui dure une vingtaine de minutes. Donc c'est pour ça que je ne l'inclus pas dans la vidéo. Voilà. Como a maioria de vocês, eu sou cristão. E como a maioria dos brasileiros, a minha régua é Jesus Cristo. Todo bom cristão busca aprender a perdoar. E como o cristão é ensinado a perdoar? Através da empatia. Através da capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia é o oposto da psicopatia. O psicopata, ele não sente remorso. O psicopata não tem piedade. O psicopata é incapaz de se colocar no lugar do outro. Um psicopata é capaz de jogar velhinhas em uma cadeia por anos, apenas por capricho pessoal. Um psicopata é capaz de separar uma mãe dos seus 2 filhos sem qualquer remorso, como tem sido feito com a senhora Débora Rodrigues dos Santos. Um psicopata é incapaz de analisar um recurso de uma pessoa doente na cadeia e, infelizmente, ele vira óbito, como é o caso do querido Clezão. E aqui eu peço uma salva de palmas para suas 2 filhas e a sua viúva, que estão aqui segurando uma faixa. Obrigado. Um psicopata é capaz de jogar um homem inocente para ser torturado por mais de 6 meses, nas condições mais desumanas possíveis, na tentativa de forçá-lo a intervir, a inventar mentiras contra os seus amigos e colegas de trabalho, como foi feito com Felipe Garcia Martins. Diante desse cenário, hoje, o que mais me intriga nem é tanto o que motiva o Elon Musk a lutar para manter o X no Brasil, mas sim o porquê Alexandre de Moraes se expõe tanto para acabar com a liberdade de expressão no país.
Seria porque o X é uma ferramenta poderosa para denunciar para o Brasil e o mundo todos esses abusos, excessos e ilegalidades que o Alexandre tem cometido? Seria porque o Alexandre está comprometido a sufocar o sentimento patriótico e conservador que Jair Bolsonaro despertou no coração de milhões com a ajuda das redes sociais? Meus amigos, a liberdade de expressão, ela ajudou a moldar as nações livres do mundo. E também no mundo inteiro ela está sob ameaça. Alexandre de Moraes, ele empunha o martelo da justiça como se fosse a sua espada pessoal. Ele usou essa espada para calar vozes dissidentes, forçando jornalistas como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Leandro Ruschel, Luiz Ernesto Lacombe e muitos outros ao exílio. Ele usou essa espada para tentar calar advogados, políticos e até juízes, como a doutora juíza Ludmila Lins Grilo e muitos outros influenciadores que desafiaram as narrativas oficiais. Ele também tentou, mas não para por aí. Ele persegue grandes veículos de imprensa, como é o caso da Gazeta do Povo, a Jovem Pan e a Revista Oeste, contra quem ele mandou seus assessores usarem a criatividade para incriminar jornalistas inocentes. Foi assim até mesmo com a Folha de São Paulo, veículo de imprensa tradicional, proibido de divulgar uma entrevista com um preso político. Hoje não há o que comemorar, porque não há independência sem liberdade. Hoje o mundo inteiro está com os olhos fixos no nosso país, porque aqui está o juiz mais tirânico do mundo, chamado ministro Alexandre de Moraes. Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preço para poder silenciar e calar e impedir que nós saibamos a verdade. Mas o que ele reverteu foi milhões de brasileiros na rua dando um grito pela nossa liberdade. O ministro Alexandre de Moraes deveria ser chamado de mimado de Moraes, porque se você fala contra ele, ele te coloca na cadeia. Se você fala algo que ele não gosta na internet, ele derruba a rede social. E se você usa, ele te multa na rede social. A covardia é a maior arma do tirânico. Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes, não sobra nada. Com o seu pulso firme, ele condena uma mulher por 15 anos de cadeia, porque escreveu "Perdeu Mané" em uma estátua. Mas com seu pulso frouxo, ele não tem a mesma coragem de combater o crime organizado como a organização criminosa, o PCC. Com seu pulso firme, ele derruba redes sociais de parlamentares, porque ele discorda da sua opinião. Mas com seu pulso frouxo, ele não vai atrás daqueles que têm mentido, que têm manchado a imagem do nosso país, como Luiz Inácio Lula da Silva. Com seu pulso forte, ele multa pessoas que usam VPN e usam Twitter. Mas com seu pulso fraco, ele não consegue impedir sinal de celular nos presídios do nosso país. Ele, com seu pulso frouxo, nunca fez nada contra o seu colega de Suprema Corte, Gilmar Mendes, que afirmou, e eu concordo com o Gilmar Mendes, que o PT instaurou uma cleptocracia no Brasil. Nada fez contra ele mesmo, que disse que o PT roubava milhões. Eu, por muito menos, estou sendo perseguido porque eu chamei o Lula de ladrão. Eles me propuseram um acordo. Ou você deleta todos os vídeos que você chama Lula de ladrão, ou nós iremos seguir com o processo. É claro que eu disse não, porque eu não me curvo a ditador de toga e nem de 9 dedos. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que pressão nenhuma irá funcionar. Cada homem decide o legado que quer deixar aqui nessa terra. Pelo visto, Pacheco escolheu da covardia. Os homens do passado teriam vergonha de você, Pacheco. Os homens do presente sentem vergonha de você, Pacheco. E nós asseguraremos que os homens do futuro também sintam vergonha de você, Pacheco. Paute o impeachment
do ministro Alexandre de Moraes, seu covarde. Nós não podemos perder aquilo que é mais caro para nós, a nossa liberdade. Quanta saudade eu tenho do período do presidente Bolsonaro. Quem está com saudade do Bolsonaro aí? Naquele tempo, nós passamos por várias reformas. Nós passamos pela reforma da Previdência, pelo marco do saneamento, pela independência do Banco Central. Nós passamos pelo marco das startups. Nós passamos pelo marco da cabotagem, pelo marco das ferrovias. Eu não vou ter capacidade, memória para lembrar tudo que foi feito. Eu não vou conseguir lembrar de como cuidaram das pessoas com auxílio emergencial, quantos empregos foram salvos com benefício emergencial. Naquele período, estados e municípios tiveram o maior superávit da sua história, desde 91. Naquele tempo, as contas estavam ajustadas. Naquele tempo, fizemos superávit e os impostos caíram. Obras foram concluídas, ferrovias foram concluídas. Agora, o mais interessante, e é uma coisa que é para ficar aqui, quanta crítica o presidente recebeu naquele período. Quantas vezes foi maltratado, foi injustiçado. E mesmo assim, nunca transigiu com a liberdade. Jamais tirou do ar qualquer veículo que fosse. Tem uma diferença da nossa postura para a postura dos outros. Hoje nós estamos aqui, de novo na arena, de novo, por uma devoção, por uma causa. Nós estamos aqui para fazer a diferença, por uma causa justa. E a nossa causa hoje aqui é a liberdade. A nossa causa hoje aqui é a anistia para aqueles apenados de forma desproporcional, de forma cruel. Anistia? Sim. E alguém pode achar, estão falando de anistia? Sim. É um remédio político. O Congresso pode nos dar esse remédio político. Nós merecemos isso. Nós estamos aqui para dizer que a direita dá resultado. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos do lado do povo. Nós estamos aqui para dizer que estamos olhando, estamos cuidando das famílias. E que as famílias dos presos políticos nos importam. Bon, voilà, je pense que vous avez une bonne idée de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé lors de cette journée du 7 septembre, fête nationale du Brésil. Il est bon de noter le discours très important qu'a fait le pasteur Silas Malafaia, qui est un pasteur qui a énormément d'influence au Brésil, qui a fait son discours très intéressant sur la thématique de la farce du coup d'État, qui se réfère à l'invasion du 8 janvier 2023 du Congrès par des foules qui étaient excédées par les résultats des élections et les manipulations qui ont eu lieu pendant des mois et des mois et des mois, qui faisaient suite à des persécutions depuis des années, comme je l'ai déjà dit depuis 2019, qui ont envahi le Congrès. Bon, maintenant, on sait que cette invasion totalement spontanée, désorganisée, a été instiguée, manipulée par des agents de gauche et certainement des agents commissionnés du gouvernement Lula, et que la police a largement favorisé cette invasion. Et là, on a des tas de preuves, même filmées, et donc je ferai une vidéo que sur ça. Et donc, son discours dénonçait l'utilisation de cette malheureuse invasion pour faire croire à une tentative de coup d'État, alors que c'était une invasion d'abord spontanée, complètement désorganisée, que les foules ont été maîtrisées quand les forces de l'ordre ont décidé que la récréation était finie en l'espace d'une demi-heure ou une heure, et que évidemment, c'était pas une tentative de coup d'État, puisque d'abord, il n'y avait personne qui était armé, il n'y avait rien qui était organisé. Un coup d'État, c'est quelque chose de sérieux,
et il n'y avait pas de forces armées, et il n'y avait aucun leader et aucune stratégie derrière. Voilà. Et donc, toute cette narrative de la tentative du coup d'État sert depuis le début du dégouvernement Lula à emprisonner, à persécuter l'opposition, enfin à faire des tas d'opérations illégales et scandaleuses, hein, sur la thématique de la défense de la démocratie. Alors, bon, tout est défense de la démocratie, c'est tout et n'importe quoi. Et donc, c'est son discours très intéressant d'énoncer ça. Bon, voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Je réitère mon appel aux médias pour s'informer et pour dénoncer et relater ce qui se passe au Brésil. C'est quand même incroyable depuis 2019 et plus particulièrement depuis 2022 que on ne dit jamais rien sur ce qui se passe au Brésil, et il y a pourtant une matière énorme. Hein, voilà. Donc, voilà, et pour donner, par exemple, un indice de plus, le premier prisonnier politique, un député, qui n'avait rien fait, qui a juste eu une parole un peu trop virulente contre le STF, hein, il est en tôle jusqu'à aujourd'hui. Il a été emprisonné en 2021. Voilà, donc ça fait 3 ans qu'il est en tôle. Voilà, un député. Donc, alors que constitutionnellement, la parole d'un député ne peut pas être utilisée comme comme prétexte d'un crime. Voilà. Et il n'a commis aucun crime. Voilà, juste, il avait une grande gueule, quoi. Voilà. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, je traduirai le discours de Bolsonaro qui vous intéressera certainement. C'est un discours très très intéressant, d'une 15-20 minutes, et il est très intéressant parce qu'il relate finalement tout le processus chronologiquement qui a fait que on en avait cette situation absurde, voilà, une situation d'une véritable dictature. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.